On va continuer par la dernière présentation. C'est Madame le docteur Éléonore Blondiot qui travaille à Trousseau, à Paris, qui est radiopédiatre et qui va nous expliquer quelle est la transition en radiopédiatrie vers la transition écologique. Elle va vous expliquer à quoi cela correspond. Et je la remercie beaucoup parce que non seulement elle accepte de venir faire cette présentation pour vous aujourd'hui, mais elle est aussi la responsable, et vous le verrez au JFR, avec quelques collègues de radiologie, dont la chef ici présente, Éléonore Blondiot, quelques collègues de médecine nucléaire et le collège des anatomistes, d'un nouveau livre de formation à l'imagerie qui est distribué et qui sera la Bible, la référence pour tous les jeunes étudiants en médecine en formation dans le premier cycle. Donc c'est Éléonore qui a mené ce travail et voilà, j'en profite parce que ça va sortir ce livre au JFR, donc ça sera aussi un événement éditorial. Merci pour la pub, Jean-Michel. Donc on ne va pas parler de couches lavables, d'accord, sur la transition écologique en radiologie pédiatrique, je vous rassure tout de suite. Mais on va vraiment, en fait, de façon un peu macroscopique, ce dont on se rend compte, c'est qu'on est en train, en radiologie pédiatrique, et c'est vrai que pour plein de niveaux, en particulier sur la radioprotection, la radiologie pédiatrique a donné l'impulsion de un petit peu de la désescalade sur le plan des techniques. Et donc on va parler plutôt de la substitution. Pourquoi ? Parce que l'idée est de mieux imager et de protéger les enfants en limitant donc l'irradiation, l'injection des produits de contraste, donc l'utilisation de produits exogènes, le stress lié à la réalisation de l'examen avec les sédations, la durée et en jouant également sur la durée des examens. Donc, quel est le meilleur moyen de diminuer les radiations ? Alors, c'est certes de jouer sur les paramètres, c'est aussi de ne pas utiliser les techniques avec les rayonnements ionisants. Et en particulier, vous pourrez voir au cours des JFR des présentations sur la substitution du scanner thoracique par l'IRM thoracique. L'IRM pulmonaire est en train d'émerger en fait, et passera probablement un jour dans les techniques du domaine courant. Et là, vous voyez un exemple qui est tiré d'une publication de Bordeaux, qui est toute récente, d'un scanner thoracique chez une enfant de 14 ans qui est suivie pour une mucoviscidose. Et vous voyez l'image équivalente en IRM pulmonaire avec des informations qui sont équivalentes sur le plan diagnostic à celles que l'on obtenait avec le scanner, sachant qu'il n'y a pas du tout de rayon X avec l'IRM pulmonaire. Autre exemple de technique développée beaucoup en imagerie pédiatrique et n'utilisant pas les rayons X. Jusqu'ici, pour dépister, pour faire le diagnostic d'un reflux vésico-urétéral, vous voyez ici chez un petit garçon, on a opacifié la vessie et on voit le produit de contraste remonter dans les cavités rénales. Eh bien, on utilisait des rayons X. La tendance actuelle est d'utiliser en fait les microbules, qui est un produit de contraste donc en instillation vésicale, que l'on est capable de voir en échographie. Et là, c'est chez un enfant de 23 mois, où vous voyez en fait les bulles dans les cavités et qui signent le diagnostic de reflux, et encore une fois, sans utilisation de rayons X. La transition, c'est également utiliser moins de produits de contraste, moins de produits exogènes. D'abord parce que on a un certain inconfort à piquer un enfant, à poser une voie veineuse périphérique pour un examen qui va durer au mieux une quinzaine de minutes. Et donc, de switcher de ce type d'imagerie ici sur une séquence en pondération T1 où on voit l'inflammation de l'anse digestive chez cet enfant qui est suivi pour une maladie de Crohn, donc c'est une anse iléale. Ici, on a utilisé du gadolinium et vous voyez que de plus en plus, en fait, on switch vers une imagerie comme l'imagerie de diffusion qui marche sur le cerveau mais qui marche également sur l'abdomen, pour laquelle on n'utilise pas du tout d'injection. Les innovations aussi qui sont importantes en imagerie pédiatrique, c'est l'utilisation de séquences plus rapides, en particulier donc pour l'imagerie pédiatrique, pour tout ce qui va être digestif et cardiaque, imagerie digestive et cardiaque, mais également en imagerie fœtale, où vous rendez bien compte qu'on ne peut pas demander à un fœtus d'arrêter de bouger, et il faut qu'on ait les séquences les plus rapides possibles. Et puis, pour finir, dans cette idée d'adapter l'environnement
au bien-être de l'enfant, à son devenir. C'est aussi faire de l'expérience de l'enfant en radiologie pédiatrique quelque chose qui soit plus confortable, moins stressant. Et en particulier, alors que vous voyez, on est effectivement dans un environnement extrêmement technique, d'utiliser les techniques de distraction. Et ici, vous avez une petite fille, c'est une image qu'on a prise tout récemment, qui est installée dans l'IRM. Vous avez un miroir et au fond, vous avez ce type d'écran à magnétique qui sont installés de plus en plus en fait, avec nos équipements d'IRM. Et la petite fille va pouvoir regarder Petit ours brun. Et donc, cette petite fille nous a demandé à la fin, mais moi, je voulais regarder le dessin animé jusqu'au bout. On avait été trop rapide. Voilà, donc c'était ce que je voulais vous présenter sur les évolutions en imagerie pédiatrique. Est-ce que vous avez des questions? Merci Éléonore. Des questions sur la transition écologique de la radiologie. Donc, on démarre évidemment par, vous avez bien compris, la radiopédiatrie, comme souvent. Et ensuite, petit à petit, toutes ces innovations diffusent chez l'adulte. C'est quelque chose qui est très important et dans la relation entre le patient et son radiologue, dans la discussion, la consultation et l'information du patient, claire, loyale et adaptée. Vous imaginez bien que ce genre d'indication d'examen doit être bien pesé et c'est important que ce soit à disposition de tous. Vous l'avez quand même dit, mais est-ce que franchement, vous avez le sentiment que la recherche clinique, enfin la recherche, notamment industrielle, est suffisante sur la pédiatrie? Parce que dans le secteur du médicament, on nous dit que c'est insuffisant, c'est-à-dire que les applications pour la pédiatrie sont très insuffisantes. Est-ce que l'industrie notamment fait, selon vous, assez? Parce qu'il y a quand même assez peu de malades finalement. Oui, heureusement. Oui, heureusement, d'accord. Heureusement. Non, effectivement, on a très peu de malades, mais ce n'est pas de la cuisine. Hein. On arrive quand même, parce que les radiopédiatres ont cette force d'être capables de travailler tous ensemble, d'avoir des groupes de travail très, très organisés, de pouvoir colliger des données. Alors, c'est vrai que ce ne sont pas forcément des grandes séries. C'est vrai qu'il y a des pathologies où vous avez 30 patients, et ce sont les 30 patients français. Il n'y en aura pas plus. Mais n'empêche que, c'est ce qu'on dit sur les maladies orphelines, ce sont des enfants qui méritent, comme les autres, d'être soignés. On a besoin d'un énorme effort sur le plan de l'innovation. C'est comme le diesel dans Paris, c'est-à-dire que ce n'est pas des trucs qui se règlent en 2 minutes. On a besoin des industriels, on a besoin qu'on nous aide sur le gadolinium, on a besoin qu'on nous aide aussi sur le plan des séquences, et on est capable de faire plein de choses, vraiment plein de choses. Faites-leur confiance, faites confiance à Éléonore. Est-ce que vous tracez les doses reçues par les enfants dans un dossier médical? Alors, c'est ce qui est, ça fait partie. Alors, j'ai pas parlé de tout l'aspect irradiation et radioprotection. En l'occurrence, c'est beaucoup mon patron, monsieur le professeur Ducou-Lepointe à Trousseau, qui s'occupe de ça à la SFR. Et donc, en fait, de plus en plus, on a effectivement des systèmes de traçage des doses reçues par les enfants. Alors, il n'y a pas encore ce système un peu comme pour l'exposition solaire, hein, où vous avez, à partir de là, il va falloir arrêter parce que vous avez utilisé tout votre capital solaire, enfin votre capital irradiation. Mais en tout cas, maintenant, on est capable de le faire. Il faut encore que ce soit déployé. Donc, il y a une nouvelle directive Euratom qui vient de sortir, chère madame, qui oblige tous les établissements de santé à s'équiper d'un DAX. Donc, c'est la même chose qu'un PAX pour les images, mais cette fois-ci, c'est pour la dosimétrie, donc archivage et système de communication, et qui vont permettre donc de suivre pour tous les patients et d'implémenter la dosimétrie qu'ils ont reçue au cours des différents examens radiologiques ou autres, d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que la radiologie, aussi les examens chirurgicaux, etc., médecine nucléaire, voilà, pour lesquels ils ont eu une irradiation, et tout ça va implémenter leur dossier. Donc ça devient une obligation légale à partir de mars, si je ne dis pas de bêtises, mars 2018 dans tous les établissements de santé en France. C'est une directive européenne. Il faudra bien que les établissements de français, sous la gouverne de l'ASN, se mettent aux normes. Voilà, ça va être un investissement à faire, mais puisque c'est pour le bien du patient, il est indispensable que nous, radiologues, nous continuions à pousser pour faire en sorte que nos administrations diverses et variées, que ce soit dans les structures publiques ou privées, s'équipent de ce type de système, des DAX. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour le professeur Jean-Paul Bérégier? Veut dire quelque chose?
voulais juste rebondir sur parce qu'on a parlé de responsabilité sur l'irradiation, etc. Et puis j'ai discuté un peu avec Laure Fournier, juste pour dire que la radiologie est très impliquée dans ce domaine de multiples manières depuis longtemps. Et juste pour donner un ordre d'idée, donc le coroscanner, ça irradiait beaucoup, donc ça a bien diminué. Hein, c'était 25 millisieverts, ça tombe maintenant à 5 millisieverts, voire 1 millisievert. Je rappelle que l'irradiation naturelle est à 3 millisieverts. Et pour vous donner un ordre d'idée sur un scanner thoracique, ce qu'on appelle les NRD, les niveaux de dose de référence, c'était 7 millisieverts, donc 2 fois, etc. Aujourd'hui, vous avez des scanners qu'on dit low dose qui sont à 1,7 millisieverts, donc 2 fois moins que l'irradiation naturelle. Et maintenant, avec des innovations dont on a un peu pu parler là aujourd'hui, hein, les reconstructions itératives qui sont à notre disposition suite à des calculateurs numériques et de l'informatique, eh bien, ça permet de reconstruire des images qui sont plus bruitées à l'origine. Et donc, on a des images de scanners en 0,1, 0,2 millisieverts. D'accord ? Donc, il y a tout un travail conséquent depuis plusieurs années. On oublie ce travail-là qui est un peu passé dans l'ombre, mais qui est extrêmement important, où on travaille petit à petit là-dessus. Et ensuite, après, Laure peut peut-être rajouter aussi un petit mot sur tout un projet européen qui a été accepté. Oui, enfin, on discutait, c'est vrai qu'il y a un grand projet européen, et je vais faire comme Myriam Cocorico, donc qui est piloté par des Français sur les conséquences de l'irradiation à basse dose, c'est-à-dire l'irradiation auquel est exposé un patient avec les examens radiologiques, et pas que radiologiques, hein, c'est vrai, effectivement, en chirurgie, en endoscopie, etc., il reçoit aussi des doses. Et donc, parce que aujourd'hui, la plupart des données, on le disait aussi, sont extrapolées des drames nucléaires qui, comme vous le savez, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et on sait que, on pense très probablement qu'on n'est pas sur la bonne chose. Donc il y a aussi un travail de recherche en amont pour comprendre ce que ces basses doses, de manière répétée en particulier, auront comme conséquence. Et c'est quand même chouette, je trouve, que ce soit les radiologues qui soient à la pointe. Ils ne sont pas isolés du tout, hein. Il y a beaucoup de biologistes, etc. Mais c'est quand même les radiologues qui mènent cette recherche. Et nous avons la responsabilité maintenant avec les cellules de radioprotection de tous les établissements, nous les radiologues, de former les médecins non radiologues quand ils doivent utiliser des rayons X. Ça prouve bien la place des radiologues dans la prise en compte et la prise en charge de la réduction et de la diminution de la dosimétrie pour tous nos patients. Monsieur. Bonjour, Franck Bréhamé. Moi, je suis atteint d'un myélome multiple, détecté en novembre 2011, après évidemment tout le cortège de traitements. Et je vous ai entendu parler depuis maintenant quasiment une heure et demie. Je vous avoue que j'ai mal à la tête. Et puis surtout, j'entends rien sur l'approche du praticien, sur le mental du patient. On n'entend rien sur votre formation dans ce domaine. Vous êtes très technique, on est bien d'accord là-dessus, il y a une technologie. Mais pour le reste, pour ce qui est du patient, qui doit quand même être au cœur du problème, je n'ai pas entendu grand-chose. En tout cas, rien sur la formation des médecins, des praticiens qui sauraient, je dirais, approcher un patient. Je vous remercie de votre excellente question. Alors, et j'espère surtout que vous viendrez au JFR. On n'en a pas parlé aujourd'hui, parce que, ce n'était pas le thème. Je vous ai dit que le thème, c'était le patient et son radiologue. Et donc, nous avons, pendant les JFR, un certain nombre de sessions qui sont spécialement dédiées à la relation entre le patient et son radiologue. Par exemple, vous aurez, je ne sais pas si on l'a sur cette session ou pas. Est-ce qu'elle apparaît sur l'écran ? Non. On aura une session qui est on a deux sessions avec l'INCA sur un partenariat que la Société française de radiologie a signé avec l'INCA, et une des deux sessions c'est l'annonce, comment faire une annonce pour un examen d'imagerie chez un patient chez qui on découvre une anomalie dans le cadre de son parcours en oncologie. Comment faire l'annonce, quelle est la place du radiologue vis-à-vis des oncologues, vis-à-vis du patient. Quelle est la structure dans laquelle on doit faire cette annonce, comment on doit architecturer son service de radiologie pour faire en sorte que cette annonce puisse être faite dans des conditions de sécurité, de confidentialité qui soient compatibles avec une annonce de qualité. Voilà, on a dans cette même session, puisqu'on commence à avoir un DU dans lequel on fait les radiologues sont formés, que ce soit dans le DU de radiologie interventionnelle ou que ce soit dans le DU de radiologie oncologique, dans lequel on forme les radiologues, les jeunes radiologues en formation, mais aussi ceux qui sont en formation continue, à comment faire une annonce, comment expliquer une anomalie à un patient pour ne pas l'inquiéter, en même temps pour expliquer, etc. Tout ça, c'est une façon de travailler.
Voilà. Ensuite, on a une deuxième session qui aura lieu, si je ne dis pas de bêtises, le samedi après-midi, qui est gérée par Hélène Vernet-Kovacic, et dont le thème est ce qu'un radiologue ne devrait jamais dire à un patient. Donc là, on va avoir des expériences de patients, on va avoir, là encore, on aura des sociologues, on aura des oncologues qui vont participer à cette réunion, parce que là, on va être essentiellement dans le domaine de l'oncologie et du parcours en oncologie d'un patient dans un service de radiologie. Et donc tous ces éléments-là sont expliqués, seront balisés. C'est la première fois qu'on s'intéresse à ce type de discours, et je pense qu'il y a de problématiques. Je pense que c'est très important. Enfin, en tout cas, moi, en tant que président des JFR, c'est quelque chose à laquelle j'ai tenu. Voilà, ça, ce sont toutes les sessions qui ont retenu notre attention et qui sont prévues sur le plan scientifique et à laquelle je vous convie très volontiers. Donc, par exemple, il y a information du patient en radiologie, quoi de neuf en 2017, c'est une session pédagogique. Ça permettra à tous les jeunes en formation et à tous ceux qui sont en formation continue de savoir quelles sont la nécessité, comment on doit informer, quels sont les points essentiels à ne pas oublier. Je ne sais plus exactement ce qu'il y a encore. Enfin, il y a beaucoup de sessions qui sont sur ce thème cette année spécifique, dans lesquelles on a invité des patients pour venir faire d'abord, numéro 1, nous rapporter leur expérience, et numéro 2, assister à la session, et en fin de session, nous faire un retour sur ce qu'ils en ont pensé. Là, par exemple, on a votre retour sur cette session qui ne vous a pas passionné, j'ai bien compris, et en tout cas qui ne vous a pas suffisamment intéressé, parce que ce n'était pas le thème qui vous intéressait. Dans le cas présent, là, à partir du moment où vous viendrez une session sur l'information du patient, vous aurez un patient qui va, à la fin de la session, venir faire le grand témoin et nous expliquer ce que lui a pensé de cette session. Vous pourrez en faire partie si vous voulez, vous serez bienvenus, et ça nous permettra, nous, radiologues, de nous approprier ce sujet. C'est un sujet majeur, voilà. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est le thème de ces JFR. Je comprends bien que pour l'instant, aujourd'hui, on ne répond pas complètement à votre attente, mais je vous promets que si vous venez au JFR, vous vous mettrez en contact avec Jennifer, ici présente. Jennifer, s'il vous plaît, vous levez. Jennifer Lenoir-Echel, qui est chargée de communication à la SFR, qui est merveilleuse et qui a fait que tout ça peut se passer en ce moment. Voilà, et c'est elle qui va gérer, entre autres, tous ces parcours de patients au sein des JFR pour qu'ils puissent participer à nos travaux. Bruno voulait dire quelque chose, non? Bruno. Oui, bonjour, Bruno Benck pour Théma Radiologie. J'avais une question pour le professeur Blondiot. Vous parliez donc des outils pour déstresser les jeunes patients, notamment en imagerie en coupe. Vous avez présenté donc, par exemple, le film, mais on sait que l'hypnose aussi est pratiquée, notamment beaucoup de manipulateurs se mettent à la pratique de l'hypnose. Oui. Savoir juste dans quel cas on utilise un film, dans quel cas on utilise l'hypnose, si on a le choix, bien sûr. Alors, en fait, j'étais en train d'y penser quand vous parliez de votre vécu en tant que patient et avec le radiologue. J'ai beaucoup de chance de faire de la radiologie pédiatrique parce que c'est très, très clinique et on voit beaucoup les enfants. Moi, c'est pour ça que j'ai choisi ça. C'est parce que j'aime bien les enfants, mais finalement, bon... c'est pas spécialement la pédiatrie, c'est vraiment le fait que c'était une discipline très clinique qui m'a donné envie de faire ça. Et donc en fait on les voit beaucoup, on leur parle beaucoup, et entre autres nous on a une grande expérience à Trousseau de l'hypnose effectivement. Je fais pas mal d'interventionnels oncologiques et on a la chance d'avoir des anesthésistes qui ont pris ça en main, et je réalise un certain nombre des biopsies de tumeurs sous hypnose. Et c'est vrai que c'est une technique absolument fantastique. Alors, d'un point de vue très très pratique, comment est-ce que ça se passe? Un enfant de 6 ans avec une énorme tumeur médiastinale, on ne peut pas faire une anesthésie parce que si on l'anesthésie, eh bien, on risque de ne pas pouvoir enlever la sonde d'intubation endotrachéale parce qu'il peut y avoir un collapsus et il peut décéder. Et donc en fait, c'est une expérience que je raconte souvent à mes internes. L'enfant de 6 ans sur le scanner, j'arrive avec l'aiguille à biopsie, c'est un peu comme dans Pulp Fiction, hein, c'est un truc absolument monstrueux qu'on lui enfonce comme ça. Il n'est pas anesthésié. Absolument pas. L'anesthésiste lui parle pendant toute la durée du geste et à la fin, l'enfant se réveille, revient, il lui a fait jouer un match de foot en fait et dit quand est-ce qu'on commence. C'était génial, c'était absolument fabuleux. Mais cette expérience-là, enfin voilà, on l'a fait régulièrement quand il y a une contre-indication à l'anesthésie générale, parce que c'est vrai que ça demande beaucoup de temps anesthésiste, beaucoup de temps anesthésiste. Mais par ailleurs, l'hypnose, c'est un truc qu'on utilise tout le temps en pédiatrie, que les manipulateurs utilisent tout le temps en pédiatrie. Ce sont des funambules, ce sont des artistes, nos manipulateurs. Ils arrivent à convaincre un enfant de 3 ans, la petite fille, là, 3 ans, celle que je vous ai montrée, de s'installer dans l'IRM, de mettre en confiance les parents, d'expliquer ce qui va se passer, que ça va faire du bruit. Et
le dessin animé, finalement, il est en support. Il vient en support de cette mise en confiance et de cette relation qu'on a très forte avec les enfants et dont on ne peut pas se passer, parce que sinon on ne fait pas les examens. Oui, un petit commentaire pour rejoindre les deux questions. Donc, l'hypnose, oui, mais il n'y a pas que l'hypnose. L'hypnose, il y a déjà plusieurs types d'hypnose, hypnose formelle ou hypnose conversationnelle. On travaille beaucoup depuis quelques années sur le poids des mots. Et donc, le fait de dire n'ayez pas peur, ça ne va pas durer longtemps, etc. Donc, les personnes ne retiennent pas les côtés négatifs puisqu'ils rentrent avec un a priori négatif et donc retiennent inquiet, peur, etc. Ça va être long, etc. Donc, par exemple, dans notre département, on a fait, qui est malheureusement assez grand, il y a plus de 150 personnes sur l'hôpital. C'était une formation obligatoire, 2 jours sur le poids des mots, etc. Et donc, je crois qu'au-delà de l'information, donc il y a une formation sur l'information, comment annoncer quelque chose de normal d'ailleurs, c'est pas si simple, annoncer un incident à l'homme, etc. Donc, on a travaillé là-dessus. Et puis ensuite, il y a tout un parcours, il n'y a pas que l'annonce, etc. Et donc, je reprends 2 exemples. Il y a votre exemple sur les lymphomes. Là, depuis 7 ans, on a mis... donc moi, j'ai fait une formation sur l'hypnose formelle, 11 jours, etc., parce que j'y croyais pas. Donc, moi, j'ai besoin de faire et de pratiquer pour avoir ça. Et donc, voilà, j'étais aussi impressionné, comme toi, de faire des artériaux ou des embolisations et que la personne était ailleurs, pleurait parce qu'elle était dans son rêve, etc. Donc, vraiment quelque chose d'assez puissant. Pour nous, c'est une révolution pour la radiologie interventionnelle ou diagnostique, ça c'est sûr, dans la prise en charge. On dit toujours, on n'a plus le temps d'insister, il y a 3 innovations majeures. Il y a toutes les innovations techniques, quelles qu'elles soient, scanner, IRM, etc. Il y a les innovations liées à l'informatique et il y a les innovations organisationnelles. Et dans les innovations organisationnelles, l'hypnose ou les techniques comme ça d'approche sont très importantes. Et donc, on a mis en place tout un parcours pour les chambres implantables, un parcours rapide avec une consultation avant, avec identification des locaux, avec voilà, la couleur de la salle d'attente, avec voilà, toute une prise en charge sur l'hôpital de jour rapide et donc une prise en charge en hypnose faite par des anesthésistes. Et le côté, ce qui nous intéresse également en recherche, c'est le renforcement de l'immunité. C'est-à-dire que ce n'est pas que le geste technique, finalement le geste technique n'a plus tellement d'importance, mais c'est que c'est la première rentrée dans la maladie, c'est-à-dire la pose du PAC, c'est avant la chimio, etc. C'est d'avoir réussi à passer ce premier cap avec succès. Et les personnes vous disent merci, c'était super, c'était extraordinaire, donc aussi bien les enfants que les adultes. Voilà. Et donc ça, pour nous, c'est un sentiment même si ce n'est qu'une petite chambre implantable, etc., le fait que ce ne soit plus les chirurgiens qui le posent, mais que ce soit nous, eh bien pour nous, c'est un gros geste, c'est un patient, c'est quelque chose, c'est pas un geste technique, c'est pas le premier, deuxième, troisième, non, c'est monsieur un tel ou madame un tel. Et voilà, c'est important et c'est ce que l'on enseigne au jour le jour. Donc, à la fois dans nos services, et à la fois, bon, là, il n'y aura pas de topo, ce que j'avais déjà fait sur l'importance du parcours. Il n'y a pas que le geste technique que l'on enseigne, il y a toute une prise en charge globale. Et pour le deuxième exemple de l'IRM, nous, depuis qu'on a le poids des mots et on a aussi les images comme ça marche très bien pour les adultes aussi, parce qu'on avait entre 5 et 10% de claustrophobie. Ça marche très bien aussi sur les adultes. Donc, on a le film d'Artus Bertrand, de machin, etc. Et globalement, on n'a plus d'échecs. C'est-à-dire qu'on peut avoir un échec et à ce moment-là, on fait une consultation. Et j'ai mis en place des consultations par des manipulateurs. Au départ, c'était les médecins qui le faisaient, qui ne sont pas cotés ni rien. Et voilà, et ça marche très bien. On a un homme, une femme dédiés à ça, parce que ça dépend s'ils veulent choisir. Et voilà, c'est vraiment des choses qu'on n'a pas parlé, qui ne sont pas techniques, mais qui sont fondamentales pour nous dans nos organisations. Voilà, un dernier petit mot pour vous, toujours sur ce même sujet, pour vous dire, oui, je vais vous donner la parole, madame. Si tu peux donner le micro derrière toi. Un dernier sujet pour vous dire que vous verrez passer sur les réseaux sociaux et sur la chaîne TV des JFR, vous verrez passer un certain nombre de petits films qui ont été faits par des équipes diverses et variées en France sur l'information aux patients et en particulier des films sur, en particulier avec des Playmobil qui ont été faits par l'équipe de radiopédiatrie de la Timone, dans laquelle travaille Guillaume Gorincourt, sur un enfant qui va passer un scanner pour expliquer ce qui va se passer, pour que l'enfant puisse le voir sur son smartphone avant d'aller passer son scanner et qu'il comprenne, ou pareil pour un acte de radiologie interventionnelle. Donc des films qui sont des films à la fois éducatifs et informationnels qui permettent ensuite aux enfants, mais ça peut être valable aussi pour les adultes évidemment, d'être beaucoup plus en sécurité et accompagnés par leurs parents quand ils vont passer un examen de ce type. Madame. Bonjour, je suis Marie Henriot, je suis représentante de la Fédération française des malades pulmonaires. Je suis de formation infirmière et j'ai commencé mon activité au centre de radiothérapie de Nancy. C'était dans les années 60. Donc, j'ai été très intéressée par toutes ces évolutions et je trouve très intéressant que vous ayez invité les patients à venir parmi vous. Et je vous en remercie. Et nous, on vous remercie d'être venus et de participer à nos travaux. C'est important parce que, évidemment, tout ceci
n'est qu'une première étape. L'idée, c'est que les JFR soient le lieu de rencontre et d'échange, et qu'à partir de là, en fonction des besoins des uns et des autres, on soit capable de bâtir une collaboration sur un plus long terme. Voilà. Mesdames et messieurs, s'il n'y a pas d'autres questions, d'autres commentaires, on va s'arrêter là et on va vous proposer de prendre un petit cocktail. Et on vous remercie tous de votre présence. Mesdames et messieurs les orateurs, merci infiniment